Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le club de sport en France, une émission un petit peu particulière, aujourd'hui en tout cas réalisée dans des conditions un peu particulières, j'ai l'impression d'être interviewé. On a eu un petit souci technique avec un écran qui normalement magnifie ce plateau et cette émission. Il nous a lâché il y a quelques secondes, mais on est là et surtout on a une actualité brûlante aujourd'hui dans cette émission des fédérations du mouvement olympique avec une fédération qui, oui, incarne quelque part l'olympisme puisqu'elle en est l'un des sports rois. Elle a toujours été présente au programme des Jeux modernes depuis 1896. Il s'agit de l'Aviron. C'est la Fédération française d'aviron qui nous accompagne aujourd'hui pour ce numéro. Et pour parler de son actualité et de sa forme de manière générale, son président est à mes côtés. Christian Vandenberg, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Nouveau président, il y a quelques mois en tout cas, c'est tout frais. Le 5 décembre, quel samedi. Quel samedi et un beau cadeau pour mes 65 ans, parce que je suis né le 8. Très bien. Donc c'est pas mal, quoi. Et un mandat qui va être évidemment éminemment important avec eh bien, des débuts dans ce contexte de Covid et qui va vous amener jusqu'au JO de Paris 2024. On aura l'occasion d'en parler. L'actualité, elle est incarnée en aviron par eh bien, les sésames olympiques qui pour certains ont été eh bien, dévoilés grâce à la compétition il y a quelques jours et nous recevons deux heureux élus au banc des JO Tokyo Heat avec deux membres du 4 de couple féminin qualifiés mi-mai. J'ai notamment avec moi Margot Bailleul. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Depuis votre Normandie natale, je crois? Oui, tout à fait. Redescendu du nuage? Oui, bah là, ça commence. Je commence à réaliser. Et à vos côtés, en tout cas pas physiquement évidemment, à quelques kilomètres quand même, hein, malgré tout, c'est plutôt vers l'Isère. Emma, que vous vous situez, Emma Lunati, bonjour. Bonjour, oui, je suis à Grenoble en ce moment. Très bien, très bien. Une ancienne biathlète qui a bien fait, entre guillemets, de changer de discipline, si on peut dire ainsi, bien changer, parce qu'il y aura eh bien, la timbale olympique, donc, pour vous, avec cette qualification, notamment aux côtés de Margot. Vous avez la banane, évidemment. Ah bah oui, hein, ça fait plaisir. Il le faut. On va parler évidemment dans cette émission de votre qualification, de l'état de santé fédéral et puis des qualifiés olympiques et puis évidemment de la pratique, on va dire, un peu plus grand public. Mais on va débuter cette émission sans plus tarder en évoquant la pratique. L'aviron, Quesaco, objet du désir. L'aviron, sport séculaire, on l'a dit, président, hein, un sport et une fédération qui a été créée, je crois, en 1890. Donc, c'est dire si cette discipline est ancienne, entre guillemets, mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec devant vous et devant moi par là même une palette, cette partie de l'appel que nos filles aujourd'hui et que tous eh bien, nos rameurs français sont obligés, contraints de manier eh bien, cette palette qui leur permet d'avancer. Comment ça marche? Comment ça marche une pelle? Eh bien c'est simple, comme vous le disiez tout à l'heure Maxime, un sport ancestral, donc ça a commencé par des barques, hein, sans siège, parce que en fait l'aviron c'est un sport porté. Oui. Ok. Bien sûr. Donc il n'y a aucun traumatisme, étant donné qu'on est complètement porté. On a le séant sur un siège à roulette, on pousse sur les jambes, on tire sur les bras, et le tronc fait la jonction entre les deux. Ce qui fait qu'en réalité, le corps et les muscles, tous les muscles travaillent. Et bien entendu, la palette sert de prise d'eau, et donc c'est un mouvement mécanique en réalité, sert de prise d'eau. Effectivement, le fait de mettre la palette dans l'eau, ça permet de faire avancer un bateau fin, léger, très rigide, en carbone, et donc des bateaux qui vont très vite. Alors, qui glisse, c'est un sport de glisse. Exactement, sport de glisse. Président, vous fûtes, vous aussi, un éminent champion, un international. Au siècle dernier. Vous connaissez donc très bien ce sport. L'enjeu principal pour, comme nos athlètes, aller le plus vite possible, c'est que cette
entrée dans l'eau de la palette soit la plus dynamique possible pour charrier le plus d'eau? Comment ça se passe? Alors, la plus dynamique possible, certes, mais à la vitesse du bateau, si possible, avec une accélération de la palette en fin de coup. En fait, avant d'être très très fort en aviron, il faut être aiguisé techniquement. Alors déjà, quand on est seul, c'est effectivement il faut avoir une belle technique. Mais imaginez-vous quand on est 2, 4, 8. En réalité, on peut avoir, par exemple, 4 rameuses, 4 rameurs, moins forts physiquement, mais plus forts techniquement, qui donc avancent plus vite. Donc avant tout, d'être très très fort, si je regarde Margot et Emma, ce sont deux belles athlètes. Leurs 2 autres collègues aussi, bien sûr, ce sont des grandes femmes. Parce qu'effectivement, le mouvement, c'est un mouvement, donc je le disais, mécanique. Ce mouvement mécanique fait glisser un bateau. Plus on est longiligne, plus on est grand, plus l'amplitude est longue, plus le coup d'aviron est long, plus la propulsion est longue aussi, et donc plus le bateau va vite. Et on le voit, on l'apprécie encore plus avec ces images au ralenti en slow motion qui nous sont proposées par Thomas Mutos et ses équipes en régie. Margot, Emma, vous êtes donc, vous, désormais en 4 de couple. Ce bateau-là, vous avez chacune 2 pelles, hein, c'est ça, le 4 de couple. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de barreur donc, hein. En couple, c'est le principe, pas de barreur, personne qui tient un gouvernail. Comment donc vous fonctionnez entre vous? Vous battez pas pour répondre. Hein. Allez Emma, la chef de nage. Effectivement, on n'a pas de barreur, donc on a un mécanisme dans le bateau qui nous permet de faire la direction. D'accord. Donc là, dans le cadre de couple, c'est Marie Jacquet, ça s'appelle la barre en fait. Et donc c'est Marie qui s'occupe de la direction. Donc moi, quand je vois pendant la compétition qu'on se rapproche un petit peu trop d'une ligne d'eau, donc soit à bâbord, soit à tribord, je lui informe qu'on est un petit peu décalé. Et c'est à elle de remettre en place la direction pour nous mettre au milieu de la ligne d'eau. Ah oui, donc c'est un vrai travail de jugement. Ça dit aussi votre rôle de chef de nage, donc de la situation. Ça dit aussi du rythme que vous devez avoir pour l'enlevage, ce final par exemple. Vous connaissez par cœur le rythme qui est le vôtre, du coup de pagaie par minute. Vous savez que vous en avez encore dans le coffre, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous donnez ce rythme, vous, Emma? Oui, alors c'est le rôle de la chef de nage, donc c'est de donner le rythme. Ouais. Après, effectivement, donc je donne mon rythme, je sais ce dont je suis capable, mais c'est aussi à moi de m'adapter à mes collègues. Parce que si je pars toute seule, ça ne fonctionne pas. Comme on dit, un bateau à 4, c'est très compliqué. Donc, il faut que mes collègues, je les sente pousser pour moi que je leur amène le rythme. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment à 4. Je ne peux rien faire toute seule devant. Donc oui, effectivement, j'essaye d'inculquer ce que je sais faire, mettre du punch, etc. Mais j'ai besoin de sentir les watts derrière et que ça me suit sur la reprise sur l'avant et sur le dynamisme des mains, effectivement. Alors, notre caméraman Thibaut Mourès était venu vous voir, Emma, justement dans le cadre du magazine Le Geste Parfait. Il était allé décortiquer avec vous, justement, cette symbiose, cette synergie nécessaire. Il ne s'agit pas que d'être costaud, il s'agit de le faire en équipe. Le geste parfait, j'aimerais bien le trouver. J'aimerais bien le trouver. Pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a un geste parfait. Rien qu'entre les différentes nations, on rame pas du tout pareil. Les Italiens vont être très bons sur une compétition, après ça va être les Hollandais, après la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est très différent. Après, c'est vrai qu'en équipe de France, on essaie d'avoir le même geste, effectivement. Parce que là, on fait nos sélections dans un bateau individuel, donc le skiff. Mais ensuite, on fait les compétitions en bateau collectif. Donc ça veut dire qu'on est 4 filles dans le même bateau. Et donc on passe la moitié de la saison à faire des sélections seules. Si chacune rame de son côté à sa façon, le jour où on va se retrouver pour faire les bateaux longs et essayer de les qualifier, c'est pas possible. Ça peut poser vraiment des problèmes dans les bateaux quand 2 personnes rament pas pareil parce qu'on met pas la force au même moment dans le bateau et du coup on va gêner cette coque et il y aura plus cette symbiose entre la coque, le rameur et même entre les rameurs. S'il n'y a pas de symbiose, le geste, il n'est pas naturel et la coque, elle ne sera pas à l'aise et même les personnes sur la coque ne seront pas à l'aise.
Et oui, d'ailleurs, le mot symbiose, vous l'utilisez, Emma, à l'occasion de ce reportage qu'on avait diffusé sur la chaîne. Votre expérience autour de cette qualification, on va en reparler dans une deuxième partie d'émission. Avant de faire mon mea culpa, Christian va me tirer les oreilles. J'ai dit pagaie tout à l'heure, il paraît. Voilà, pas bien. Évidemment, c'est un aviron, pas une pagaie, enfin. Un aviron, une... Ben ouais, quand même. Bon, allez, vous m'en voulez pas? Pas du tout. Tant mieux, C'est un sport cousin, après tout, le kayak. Allez, on lance fait débat. Et oui, c'est JO de Tokyo qui approche à grands pas. J'ai envie de dire ouf, il était temps parce que c'est vrai que les conditions sanitaires ont obligé ce report d'1 an. On fait le bilan, Christian, 5 bateaux français et 12 rameurs qualifiés, 8 femmes, 4 hommes. C'est Du jamais vu. Du jamais vu, de cet inversement des conditions. Et 2 embarcations et 6 rameurs de moins qu'à Rio, malgré tout. Votre réaction, tout simplement, déjà à ce bilan d'ordre général? Déçu pour 6 garçons qui ont tenté leur qualification, ils ont échoué de très très peu. Quand on sait que l'aviron, c'est un entraînement 1 à 2 fois par jour. Donc, c'est extrêmement prenant. Vous pourrez en parler, Maxime, avec les filles tout à l'heure. Mais on ne peut pas se permettre de dire, bon, je prépare les jeux et je fais ça en dilettante. C'est impossible en aviron, tellement cette discipline est dense, tellement le niveau est très, très haut pour participer, en tous les cas, aux jeux. Si je prends simplement, il y a 10-15 ans, entre la première, par exemple pour le 400 barreur homme, j'entends, entre la première et la 12e place, finale A, finale B, oui. Première et 12e place, c'est des séries de 6, on avait entre 12 et 15 secondes. Maintenant, on a à peu près 6 à 7 secondes. C'est-à-dire que c'est tellement dense qu'on peut à la fois être premier en finale B et premier en finale A. Il suffit simplement de louper un départ. Ça se joue maintenant au 10e de seconde, au 100e même. Et c'est dur pour nos 4 garçons, toutes catégories en 400 barreurs. Et encore plus pour des athlètes formidables que sont par exemple Pierre Houin, qui est champion olympique sortant. Donc c'est une discipline poids léger où la France est l'une des meilleures au monde, en tous les cas pour Rio. Et là, ça a été dur pour nous, pour tout leur investissement. Et bon, on est un petit peu frustrés pour eux, on est déçus pour eux, mais bon, ils ont tout notre soutien, bien sûr. Mais bon, les filles nous ont tellement fait rayonner l'aviron, c'est énorme ce qu'elles ont fait. Franchement, on a bu un coup, d'ailleurs, fille. Ça a été arrosé, je vous le dis. Elle n'était pas avec vous pour le moment, puisqu'elles sont rentrées il y a peu de Lucerne. C'est là où ça s'est passé. On va d'abord détailler celles et ceux qui s'étaient qualifiés depuis les mondiaux 2019, finalement, puisque cette place lors des régates qualificatives à Lucerne, tout fraîchement mi-mai, c'était la dernière de ces embarcations à s'être qualifiée. Chez les hommes, donc 200 barreurs, 2 de couple, 3 embarcations féminines. Vous disiez que ce changement de cap, il était nouveau. La preuve, 3 embarcations féminines, il n'y en avait eu aucune à Londres, par exemple. C'était en 2012. 3 embarcations, les 2 de couple, effectivement, qui se sont qualifiés. Et puis, ce 4 de couple lors des régates de Lucerne, du 15 au 17 mai. Emma, Margot, vous étiez en compagnie de vos coéquipières Violaine Ernout et Marie Jacquet, en finissant 2e derrière l'Australie. Il fallait être à l'une des 2 premières places. Cette performance, elle est déjà énorme. Elle est rehaussée surtout par le fait que vous êtes ensemble, que vous cohabitez depuis très peu de temps, je crois un tout petit peu plus d'1 mois maintenant. Est-ce que l'une d'entre vous, Margot, peut nous raconter cette aventure ? On va dire que nous, on est un bateau jeune, ça fait pas longtemps qu'on rame ensemble, parce que moi j'étais dans le double aux Europes, donc c'était carrément une autre ramerie, parce que entre un double et un 4, c'est pas
trop. Ça va plus vite un cadre de couple, donc il faut être un peu plus punchy, avoir un peu plus de vitesse. Et alors qu'en double, on va dire, c'est plus simple d'arriver à suivre l'autre. Donc on a réussi quand même à s'adapter super vite, parce qu'on a aussi la Coupe du Monde de Zagreb où on a pu s'entraîner, où on a pu se caler ensemble, travailler, apprendre chacune. Donc c'était hyper intéressant, parce qu'à chaque entraînement ou après chaque course, on apprend sur chacune, et on sait ce à quoi il faut travailler pour la prochaine course et pour la prochaine séance. Donc que ça, c'est vraiment bien, parce qu'on n'est pas dans une routine, dans quelque chose où on ne sait pas trop quoi faire. Donc Ah oui. je pense que c'est bon pour les jeux. Ouais, effectivement, on peut imaginer qu'il a fallu même aller vite, se découvrir, apprendre vite. Emma, quand on passe du stade de la découverte, d'apprendre à se connaître, vous parliez tout à l'heure de donner ce rythme, se connaître participe justement de ça. Comment on fait dans un temps record pour trouver, je sais pas, les premiers automatismes, les premiers contacts, les premières intimités, on va dire, entre copines? C'est un peu compliqué. Après, j'ai déjà ramé en double un petit peu avec Margot, avec Violaine. On s'entraîne quand même ensemble régulièrement. Après, c'est vrai que c'est délicat, parce que quand on est devant, on a quand même notre naturel. Tout simplement, c'est mon rythme naturel que j'impose. Et donc, c'est délicat de mettre ça en avant et de mettre en place les filles, qu'elles soient, on va dire, à l'aise derrière. Donc, pour moi, la solution, c'est la communication, tout simplement. Je sais qu'à chaque fois qu'on arrête le bateau après une séquence B1 ou B2, directement, c'est comment vous vous sentez les filles, est-ce qu'il faut être plus longue, enfin voilà, essayer de trouver des solutions à 4 pour être le plus à l'aise. Et pour moi, ce qu'on a réussi à faire en un mois, je trouve ça fort, je trouve ça beau. Et je pense que voilà, comme dit Margot, là, il nous reste un bon gros mois et demi pour préparer Tokyo. Et quand je vois qu'on arrive à faire une belle course comme ça dimanche avec un mois dans les pattes, je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à quelque chose de chouette. Je fais une toute petite parenthèse avec le président que je vais incorporer à la discussion. B1, B2, vous pouvez nous éclairer? Ah bah oui, parce que moi, c'est des phases d'entraînement très précises. B1, B2, B4, l'essai, etc. C'est des phases d'entraînement précises, des entraînements qui datent déjà de plusieurs dizaines d'années, qui sont toujours utilisés. Et c'est des phases d'entraînement qui sont très, très importantes. Évidemment, ces phases d'entraînement qui changent en fonction de la date de l'échéance. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Donc on change le rythme, l'intensité, et on apprend à se connaître dans ces moments-là. Est-ce que on est un petit peu redescendu du nuage? Je crois que vous avez donc regagné vos pénates, vos domiciles respectifs. J'ai vu, Margot, que l'accueil, notamment pour vous au Havre, dès votre sortie du train, fut pour le moins festif. Est-ce que vous vous attendiez à une telle résonance locale? Et je crois que notamment la société d'aviron havraise, ça a été bien fêté aussi. Non, parce que nous, on sait qu'on est proche dans le club, donc je savais qu'on allait le fêter à un moment ou à un autre, mais à la sortie du train, non, je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'en plus, on est en plein milieu d'après-midi, normalement, ils ont entraînement, les petits, et là, ils ont pu venir, donc ça fait vraiment plaisir. Et de voir tous mes proches aussi présents, c'est sûr, ça met la petite larme à l'œil. Alors, quand on imagine, Président, que Marie Jacquet, la vétérane de cette équipe, et je crois qu'elle a 27 ans, vous imaginez un peu, ça laisse à penser, avec Emma, 23 ans, je parle sous leur contrôle évidemment, Margot, 21, qu'on a un potentiel. J'entendais Margot dire, c'est qu'une étape, cette qualification. Elles sont ambitieuses, elles ont envie de voir plus loin, j'ai l'impression. Mais elles peuvent, elles ont toutes les qualités physiques, les qualités techniques. Ce sont des filles déjà qui ont brillé en junior sur la scène internationale. Donc on a extrêmement confiance en elles. Et je ne doute pas un seul instant qu'elles vont effectivement tout tenter pour monter sur la boîte au jeu. Et puis bon, c'est une première étape. Il y a Paris. Parce que tout à l'heure, quand on parlait du report des Jeux, donc pour certaines fédérations du report des élections, c'est aussi la première fois que dans l'histoire des Jeux, que les nouveaux présidents, c'est environ 50% de nouveaux présidents, vont faire 2 Jeux dans la même mandature. C'est jamais arrivé.
On aura l'occasion lors de la dernière partie d'émission de parler un petit peu de cette organisation un peu particulière liée eh bien, à cette mandature singulière et à ces 2 jeux. Bon, mesdemoiselles, l'objectif JO Paris, le président en parle. J'imagine que c'est aussi dans vos têtes. Il n'y a pas besoin de se faire rappeler sur ça votre objectif à vous, non? C'est quelque part ancré, ouais, Emma? Oui. J'espère. Fer de lance de cette génération, on l'espère, dorée. En attendant, Tokyo, pour vous, c'est quelque chose que vous aviez fini un petit peu par oublier avec le Covid, ou vous aviez quand même envie de briller dès à présent? Et ben, moi, personnellement, j'y croyais pas du tout. Enfin, en gros, j'y croyais plus. Parce qu'on a eu une saison assez compliquée, donc pour moi j'avais déjà fait une croix dessus, et donc je m'étais déjà projetée pour Paris 2024. Mais là au final j'ai été grave surprise. Je suis trop fière, donc comme ça je prends et ça va me servir d'apprendre pour les autres fois et aller au plus loin. La fierté, elle demeure aussi pour vous, Emma, où vous êtes déjà, moi je suis souvent bluffé dans cette émission par la capacité, le sang-froid de nos athlètes qui, après 2-3 jours de digestion, qui savourent, sont déjà dans l'objectif suivant. Vous en êtes où psychologiquement, là, vous, Emma, de votre côté? C'est Tokyo ou c'est encore un peu la fête d'en être? Ah non, là, pour l'instant, j'avoue, c'est complètement Tokyo. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que non, voilà, j'ai du mal à réaliser, j'ai du mal à, par exemple, lâcher des larmes, à me dire que c'est ouf ce qu'on a fait. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, on se dit limite que c'est normal, alors qu'au final, quand je regarde le chemin que le cadre de couple a parcouru, c'est quand même complètement dingue qu'on aille à Tokyo. Mais effectivement, maintenant qu'on y est, moi, clairement, je ne me cache pas qu'il faut y aller pour aller chercher la médaille, chercher le titre et faire le maximum possible. Et ça nous servira forcément pour Paris. Et pour moi, c'est que du bon, c'est que des choses à apprendre et c'est plus prometteur qu'autre chose. Bon, écoutez, en tout cas, vous gardez votre fraîcheur, ça a été incroyable. On rappelle qu'un bateau long ne s'était pas qualifié chez les femmes depuis qu'un système de qualification olympique existe, et depuis donc Atlanta en 96 que tout ça est réglementé, et donc c'est une grande première. Donc un gros cocorico, on vous souhaite le meilleur, vous êtes magnifiquement coaché qui plus est, il y a un stage terminal à partir de mi-juin, on vous souhaite donc bon courage. Margot a parlé des progrès, mais il y a déjà beaucoup de sourires et beaucoup de volonté. Donc on a hâte de frissonner avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bravo les filles. Merci. Merci. Président, on se retrouve dans quelques secondes pour aborder la fédération, son organisation et puis son actualité de manière générale. Décodage pour décortiquer cette fédération française d'aviron. Et pour cette dernière partie, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Delval. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, formidable. Vous êtes responsable, chef de secteur, on dit? Chef de secteur paraviron. On va aborder évidemment les Jeux paralympiques pour l'élite, l'organisation aussi du paraviron au sein de votre fédération, parce que vous faites partie des fédérations les plus, alors on va dire novatrice, mais ça engloberait beaucoup de choses, mais en tout cas qui en termes de licenciés est véritablement en poupe, à le vent en poupe au niveau du paraviron. Président, on aura l'occasion donc de le détailler. De manière générale, et tiens, on va enlever un petit peu de pression aux filles qui nous ont quittés, 34 médailles pour vos élites au JO historiquement, c'est un très gros total, hein, c'est dans le top 10 des pourvoyeurs de médailles des disciplines françaises. Quel est l'objectif là pour ces 5 embarcations pour Tokyo, Président? C'est une question... Non, mais véritablement, est-ce que l'objectif c'est d'aller chercher la médaille, ou est-ce qu'on est dans une phase de pré... Oui. Non, l'objectif c'est d'aller chercher des médailles. Les filles l'ont prouvé. En 4, elles en ont les moyens. On a des bateaux qui sont champions du monde en titre. Oui. Des bateaux qui sont... si on prend Hélène... Sur le bateau d'Hélène, avec Elodie Ravera, c'est un bateau qui a été champion d'Europe. C'est donc tous ces bateaux
ont une chance, comme on dit, de monter sur la boîte et on peut prendre 1, 2, 3 médailles. Oui, c'est tout à fait possible. On le voit bien, hein, quand je dis souvent à mes rameuses, oser c'est penser que rien n'est impossible, elles l'ont fait. Hein, et donc c'est pareil pour les Paralympiques. On a des athlètes mais extraordinaires. Charles va nous en parler tout à l'heure. Donc il y a à la fois sur les Jeux, on va dire les Jeux de fin juillet et les Jeux paralympiques, on a de bonnes chances de médailles. Mais bon, ça se joue tellement sur rien parfois. Là, on l'a vu. Il y a l'entraînement, il y a la technique, il y a la préparation mentale, la préparation physique, diététique, et il y a aussi le petit coup de chance. Oui. Toujours. Exactement, à ce niveau de compétitivité, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous avez, Président, donc vous êtes à la tête d'une fédération, on l'a dit, qui a été créée à la fin du 19e siècle. Hein, les sociétés d'aviron datent de cette époque-là, avec autour de vous, au sein de ce comité directeur, pas mal d'anciens, comme vous, d'anciens sportifs, qui connaissent donc le haut niveau. Est-ce que ça veut dire que votre mandat, il est placé sous le signe de cette compétition? Est-ce que la vitrine de la compétition, pour vous, est un moteur pour attirer des licenciés? Une quarantaine de milliers, je crois, hein, à l'heure actuelle de licenciés. Sans aucun doute, oui. Maxime, sans aucun doute. Nous sommes 28 membres élus. Sur les 28, la moitié vont être en équipe de France. Sur le bureau fédéral, on a, Charles pourrait en parler tout à l'heure, mais on a une fille qui a été élue, qui est présidente de la commission handi, qui est Guilhem Marchand. Donc pour l'instant, on est 11. Et quand vraiment les sélections seront totalement définitives, elle nous rejoindra. Il y aura donc 6 filles, 6 garçons. Donc une parité totale. Et c'est la première fois que ça arrive depuis la naissance de la Fédération française d'aviron. Alors, cette parité et cette place donnée aussi au sport de haut niveau et aux athlètes handicapés avec un paraviron qui se porte bien. Charles va pouvoir l'évoquer avec nous. On a parlé, j'ai mis la pression au président pour évoquer un objectif de médaille au JO. Votre contingent, comment se porte-t-il au niveau du paraviron, Charles ? Alors, en paraviron aux Jeux paralympiques, on a 4 épreuves possibles. Actuellement, l'équipe de France a qualifié 3 des 4 embarcations. Et dans 15 jours, nous allons à la régate de qualification paralympique qualifier le dernier bateau, Julien Hardy, en skiff PR1. Notre ambition, bien sûr, est de qualifier les 4 bateaux possibles. Ça n'a jamais été fait encore parmi l'équipe de France para. Et puis, c'est un travail collectif avec tout le monde, donc on veut chercher à qualifier un maximum de bateaux. Et puis, effectivement, on se met aussi un challenge en termes de résultats sportifs et de médailles. Qualifier 3 à 4 bateaux au jeu. Notre objectif derrière, c'est de pouvoir ramener 2 à 3 médailles. Avec aussi en parallèle donc, de cette élite et de cette échéance un petit peu à court terme, Président, la création d'un comité paralympique sportif et français qui est un programme de détection des jeunes athlètes en vue des JO de Paris 2024, la relève. Comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que Charles peut nous en parler peut-être. Oui, le programme La Relève a été lancé il y a 2 ans maintenant. C'est un programme qui permet de présenter 4-5 plateaux sur la France et de permettre aux personnes en situation de handicap de venir se tester, rencontrer des fédérations, rencontrer des entraîneurs. Et ensuite, par rapport à cette journée d'élection, ils sont orientés par le CPSF vers telle ou telle discipline pour pouvoir s'exprimer au maximum. Parmi ces programmes, on a pu jauger des dizaines d'athlètes dans les clubs d'aviron. Et on a notamment sur la 2e édition, Erika Sozo qui rame depuis maintenant 1 an et demi et qui a intégré le 4 avec barreur en vue de la préparation des Jeux de Tokyo. Donc ce réel plateau de détection permet aux athlètes de trouver leur discipline, de performer et d'amener des athlètes éventuellement sur des podiums.
Et Charles, justement, on a parlé il y a quelques minutes de cercle vertueux avec Christian. Ces performances et cette capacité de se dire oui, c'est possible de performer en paraviron avec eh bien, cette équipe de France. Est-ce que ça donne envie à la base? Est-ce que vous retrouvez dans les clubs des personnes handicapées qui se disent oui, le paraviron, ça peut être fait pour moi, c'est pas si compliqué, on est bien encadré, on peut le pratiquer et se faire plaisir. Est-ce que c'est des retours que vous avez? C'est des retours. Alors c'est aussi l'aspect le plus difficile de pouvoir être bien encadré dans un club et d'avoir du matériel aussi qui puisse permettre à tout le monde de pratiquer. Mais la fédération amène un gros soutien là-dessus auprès des clubs et des comités départementaux. Mais bien évidemment, toute personne peut pratiquer le para-aviron, peu importe son niveau. Et effectivement, l'accès ensuite au niveau à des compétitions permet notamment de faire des reconstructions de vie suite à un accident de vie ou accident de naissance. Et c'est ce qui porte aussi le projet, bien plus que la performance et la médaille, c'est aussi de pouvoir se reconstruire dans la vie via le sport. Et là, on essaie d'accompagner au mieux nos athlètes à cette reconstruction. Et cette recherche pyramidale un petit peu qui est la vôtre, hein, d'aller chercher la performance chez les adhérents, chez vos licenciés, vous vous appuyez sur un vivier de combien d'athlètes aujourd'hui pour former cette élite? C'est difficilement quantifiable. Je dirais qu'on a environ 400, 600 peut-être personnes qui pratiquent le handi-aviron, l'aviron adapté dans les clubs. Après, moi, ma mission est principalement de détecter les meilleurs pour faire de la performance. Donc, on a un vivier peut-être de 10, 15, 20 athlètes en France. Mais il suffit quelquefois de tomber sur la bonne personne, le bon handicap, la bonne combinaison, un beau équipage. Et ça peut vite faire la différence. Donc, on s'appuie bien sûr sur le programme de relève, on s'appuie sur les clubs, les comités, la communication que fait la Fédération française d'aviron. Mais aussi, ça passe aussi par le bouche à oreille, les discussions, les échanges avec les gens. Donc voilà, peut-être que dans mon entourage, quelqu'un est touché d'un handicap minimum, il ne sait peut-être pas qu'il est éligible pour une discipline de parasport ou de para-aviron. Et c'est toute notre complexité de pouvoir trouver les athlètes qui peuvent performer en aviron. On a un petit souci de l'arsène quand on vous entend. On va essayer de régler ça. J'ai une dernière question, Charles. Après ce scouting, il y a donc ce passage au haut niveau. Et donc, pour ce paraviron et les Jeux paralympiques de Tokyo, je crois que vous partez au Temple-sur-Lot, stage terminal, c'est ça, avec vos équipes dans 1 mois et demi, 2 mois? C'est bien ça, on va passer quasiment 40 jours de cet été au Temple-sur-Lot. C'est pour nous le meilleur spot pour pratiquer puisque les hébergements sont adaptés, on a les bateaux juste en dessous, on a un super plan d'eau, on a un accueil de qualité par toute l'équipe de la base de Temple-sur-Lot et on va un petit peu s'isoler entre nous, faire des kilomètres, accumuler et puis direction Paris ensuite directement pour rejoindre Tokyo. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'envie. On est déjà alléché. Va falloir qu'on tienne. Cardiaquement, on a encore 3 mois à attendre. C'est long, ce Langui. On suivra ça, en tout cas, Charles, de très près, les prestations de nos embarcations pour ces JO et Jeux paralympiques également de Tokyo. Président, le mot de la fin, peut-être, comment on a travaillé, je sais qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au sein de la fédération pour... Dans un contexte où il est dur d'attirer des jeunes, hein, ils sont consuméristes nos jeunes, comment on voit sur ce mandat la capacité d'arriver à fidéliser ce jeune public. Là encore, ça passe par des résultats olympiques pour vous. Comment on les accueille, ces minots aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que l'aviron n'est pas spécialement un sport médiatisé, on ne le voit pas beaucoup à la télévision. D'où ma question. Voilà, on le voit essentiellement de temps en temps quand il y a Oxford Cambridge, qui est la plus vieille course au monde, et bien entendu au moment des Jeux Olympiques, parce qu'aux Jeux Olympiques, toutes les disciplines passent à la télévision. Hein. Donc c'est là où, une fois tous les 4 ans, on a un pic d'adhérents, d'adhésion. On est là si vous voulez, hein, le sport en France. Bien sûr, c'est vrai.
Il y a sport en France, justement. C'est pour ça franchement, on est ravis d'être là et de pouvoir parler de notre sport, qui est un peu encore un sport confidentiel, alors qu'on a de magnifiques plans d'eau, on a 420 clubs en France, 421, 40 000 licenciés, beaucoup de femmes et d'hommes qui pratiquent cette discipline. Si je prends honnêtement sur les 40 000 licenciés, on est à peu près 100 000 pratiquants. Ah oui. 100 000 pratiquants. Et sur ces 100 000 pratiquants, j'estime, on est un peu moins de 20% de haute compétition. Mais ce qui est important, c'est pour nous, cette vitrine dont, Maxime, vous avez très bien parlé tout à l'heure, qui nous permet de faire connaître notre sport. Parce que quand on a un médaillé olympique, ou une médaille olympique, forcément, ça passe à la télévision, ça fait connaître notre sport. Et c'est pour ça que là, on profite évidemment de cette audience pour nous faire connaître plus. Et parce que, bon, voilà, on passe pas comme le foot, le hand, etc., tous ces sports où il y a du professionnalisme. Nous, on est vraiment un sport amateur. On l'a vu en tout cas avec Margot et Emma, fidéliser les jeunes, c'est un défi, une gageure que vous réussissez à relever parce que la moyenne d'âge notamment de cette embarcation, elle est vraiment basse. Donc c'est dire que l'avenir est là. Maxime, vous avez raison. Je peux même vous dire que l'aviron en fait est un sport mature. Je pense que Charles, qui est aussi chef de secteur mais coach, peut aussi en parler. Si je prends par exemple la gym, la natation, vous avez des athlètes médaillés qui sont très très jeunes. En aviron, on commence à être mature à 22, 24, 25 ans et on peut aller jusqu'à plus de 30 ans. On a beaucoup de médaillés qui ont eu leur médaille en France après 30 ans. Donc c'est un sport de longévité. Quand on parlait de B1, etc., c'est à la fois des phases d'endurance, des phases de travail plus dynamique, de résistance. Donc, c'est un sport qui développe d'une manière assez incroyable le cardio, le cœur donc, et qui fait des athlètes incroyables, quoi, en fait, mais en longévité. Du coup, et je crois d'ailleurs que Charles doit continuer à ramer. Je vois que le gabarit est en pleine forme. Il est encore tanké. Merci en tout cas, Charles, d'avoir été avec nous. C'était très agréable de pouvoir vous entendre et d'évoquer ce paraviron qui, on n'en doute pas, brillera à Tokyo. Christian, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux équipes qui ont travaillé en coulisses pour que cette émission puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Je pense à Thomas, je pense à Julien, je pense à Sandrine, je pense à Amélie. On se dit évidemment à très vite pour un nouveau numéro de Club Sport en France. On frissonne, les JO approchent, messieurs, dames. Exactement.